Vous est-il déjà arrivé de faire défiler votre fil Instagram et de ressentir cette petite pointe d'envie devant les clichés de vacances parfaites de quelqu'un? Ou de rejouer en boucle une conversation, en rougissant à l'idée de ce que vous avez pu dire, tout en pensant « Pourquoi accordez-je autant d'importance à leur opinion ?» Rassurez-vous, moi aussi, ces instants ne sont pas anodins. Ils révèlent quelque chose de plus profond. L'ego. L'ego, c'est cette voix intérieure qui commente sans cesse qui nous sommes, ce que nous valons et comment nous nous situons par rapport aux autres. Il se cramponne à des étiquettes parents, cadre, raté. Réussite se veut à la fois bouclier et prison. Il nous protège, nous donne un sentiment d'identité. Mais il peut aussi nous enfermer dans des cycles de doute, de comparaison et de conflit. Alors posons-nous la grande question du jour. Qu'est-ce que l'ego et pourquoi doit-il mourir? Il ne s'agit pas de détruire votre personne, mais de retirer les couches superficielles pour atteindre quelque chose de plus vrai, de plus libre. Nous allons voir comment l'ego façonne tous les aspects de notre vie et pourquoi le lâcher pourrait bien être la clé d'une véritable libération. Restez avec moi. Ce voyage sera personnel, parfois inconfortable, mais assurément salutaire. Imaginez la scène. Vous êtes dans une cabine d'essayage baignée de néon, vous tirez nerveusement sur l'ourlet de votre chemise, vous inclinez la tête pour trouver l'angle flatteur, vous répétez un sourire alors qu'il n'y a personne autour. Ce minuscule éclair de pensée. À quoi je ressemble? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Est la première réplique de l'ego. Douce, persuasive, et assez puissante pour lancer toute une pièce de théâtre qui durera parfois toute la vie. Dans la psychologie classique, Sigmund Freud décrivait l'ego comme le PDG rusé de notre esprit, négociant en permanence entre l'id impulsif, prêt à engloutir une troisième part de cheesecake, et le surmoi, rigide, qui prône choucal et eau minérale. L'ego tient votre agenda, vous rappelle de payer le loyer, vous empêche de lancer votre téléphone sur le conducteur qui vient de vous couper la route. Utile? Sans aucun doute. Suffisant? Pas vraiment, car l'histoire se complique dès qu'on regarde vers l'Est. Pour les maîtres bouddhistes, l'ego est une habile illusion, un collage de souvenirs, de sensations et d'inquiétudes qui se fait passer pour un moi solide. L'Advaita Vedanta condense la révélation en 3 mots sanskrits Tat Tvamasi. Tu es cela où la vague n'a jamais été séparée de l'océan. Eckhart Tolle actualise le message pour un café à Berlin ou un Starbucks à Bordeaux. L'ego, explique Way, n'est rien d'autre que l'identification aux formesses le corps, les pensées, les émotions. Dès que nous nous y collons, nous devenons des acteurs qui ont oublié qu'ils portent un masque. Ce qui rend l'ego si hypnotique, c'est son talent de conteur. Il assemble des souvenirs d'enfance à des scénarios catastrophes, incruste des sous-titres urgents. Tu prends du retard, ou prouve-leur qu'ils ont tort, et ajoute une bande-son de fierté ou de honte, projetant le film dans un cinéma privé qui tourne en boucle. Pratique. Sans lui, vous oublieriez peut-être votre mot de passe, le sujet de votre thèse ou l'anniversaire de votre compagne. Mais le billet coûte cher. La conviction que ce film est la totalité de votre être. Souvenez-vous d'un entretien d'embauche raté ou d'un match Tinder qui n'a jamais répondu. Combien de temps a-t-il fallu pour que votre esprit colle l'étiquette « échec » comme si une seule scène résumait tout le film? Et la même voix peut changer de costume en une fraction de seconde. Elle geint en martyr. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Puis parade en super-héros. Franchement, personne ne fait mieux. La représentation continue, sauf si le public, oui, vous se lève et quitte la salle. Mais d'où vient ce caméléon? Brique après brique, nous l'avons bâti dès la maternelle, lustré à coups d'étoiles dorées, de sourcils levés, de « sois gentille » et de « tu es si intelligente ». Plus tard, la société l'a renforcé de verre et d'acier. Notes, intitulé de poste, relevé bancaire, compteur de followers. À l'âge adulte, nombreux sont ceux qui vivent dans une tour scintillante mais si fragile qu'un SMS sans réponse suffit à faire trembler les poutres. Voir cette construction pour ce qu'elle est remplace l'autodépréciation par un sourire en coin, on réalise soudain que de Paris à Prague,
tout le monde rafistole la même tour. La neuroscience ajoute des sous-titres. Branchez un scanner IRM fonctionnel et le Default Mode Network s'illumine dès que vous rêvassez à propos de moi. Quand ce circuit tourne à plein régime, l'ego saisit le mégaphone. Pourquoi n'a-t-elle pas liké ma publication? Est-ce que j'ai l'air idiot en réunion? Et braille dans vos rues mentales à 2 heures du matin. Laissez-vous happer par un solo de guitare, une session de surf ou 10 minutes de méditation. Le réseau se met en sourdine, l'écran s'éteint et il ne reste qu'un calme doux que les chercheurs appellent désormais la présence. Ainsi, à travers cabines d'essayage et scans cérébraux, l'ego montre son double visage, indispensable pour fonctionner au quotidien, mais prêt à nous emprisonner dès qu'on confond le rôle et l'acteur. Le voir à l'œuvre, c'est déjà desserrer l'étau. La suite? Apprendre à poser le masque, mais cela, nous y reviendrons. Soyons justes. Si vous jetiez l'ego aux oubliettes, vous risqueriez de passer la journée en pyjama et sans emploi. C'est lui qui vous pousse à envoyer une demande de subvention, à boucler votre programme Kuche Tuke et à penser à appeler votre grande-mère, qu'elle vive à Lisbonne ou à Chicago. Le vrai problème commence quand cette petite lampe torche se prend soudain pour l'intégralité du ciel nocturne. Votre mission n'est pas d'éteindre la lampe, mais d'ouvrir grand la fenêtre pour contempler Orion et la Voie lactée qui flamboient au-dessus de vous. Comment alors surprendre l'ego en flagrant délit? Guettez ce micro-tressaillement dans le ventre quand quelqu'un remet votre idée en question, ce réflexe mental qui souffle. Vite, lâche une réplique brillante pour être respecté, ou encore cette montée de sucre un peu trop douce quand votre responsable vous lance. Travail fantastique. Dès que vous repérez ces signaux, vous savez que le film se met en marche. Mettez-elle en pause, inspirez calmement, puis murmurez. Ah, voilà le film. Rien qu'avec cette reconnaissance, l'image se floute, le son baisse, et vous n'êtes plus le spectateur hypnotisé. Vous devenez la salle spacieuse qui contient toute la projection. Ainsi, l'ego oscille entre gestionnaire avisé et scénariste hyperactif. Apprendre ses ficelles, ce n'est ni de l'auto-détestation, ni une opération spirituelle délicate. C'est simplement reprendre la télécommande. Regardez le show quand il vous rend service puis, quand bon vous semble, appuyez sur le bouton « off » et sortez respirer l'air frais de la nuit. Derrière chaque costume et chaque rebondissement vous attend une version de vous-même à la fois stable, vaste et libre. Explorer cet espace ouvert pourrait bien être l'aventure la plus gratifiante qu'un banlieusard parisien, une cycliste néerlandaise ou un couche-tard norvégien puisse entreprendre. Imaginez-vous coincé dans les embouteillages du boulevard périphérique un lundi matin ou sur l'Azepte à l'approche de Lyon un vendredi soir. Un conducteur se faufile dans l'espace que vous protégiez depuis 10 minutes. Une bouffée de chaleur grimpe dans la poitrine. Sans réfléchir, vous klaxonnez et marmonnez un juron. Une seconde plus tard, vous vous demandez « Pourquoi suis-je aussi énervé ?» Cette colère n'a rien à voir avec le code de la route. C'est l'ego qui défend son territoire invisible. La voiture, la file, les 3 mètres de distance entre les pare-chocs ont été intégrés à l'histoire du moi. Toute intrusion devient personnelle, presque instinctive. Menacé, l'ego ne calcule plus la mesure. Il déclenche toutes les sirènes. La même mécanique se répète dans des lieux plus feutrés. Imaginez un open space à Bordeaux. Un collègue présente un projet que vous rêviez secrètement de piloter. Les applaudissements fusent, extérieurement, vous souriez. Intérieurement, une vapeur aigre montée jalousie, mêlée à la peur d'être distancé. Vous surprenez votre esprit en train de préparer une remarque acerbe pour le déjeuner. Là encore, l'ego interprète la réussite d'autrui comme la preuve de sa propre diminution. Si l'autre brille, je dois être plus terne. Ironique, quand on sait qu'une bougie peut en allumer une autre sans perdre la moindre étincelle, mais l'ego ignore cette physique. Les réseaux sociaux amplifient le phénomène. Vous publiez la photo d'une randonnée dans les Alpes ou les Pyrénées. 30 minutes passent, quelques likes, pas plus. Un bourdonnement d'inquiétude s'installe. Mauvais filtre? Légende ratée? Vous rafraîchissez,
encore et encore. Chaque notification grise procure un shoot grisant, mais l'effet retombe vite et le seuil d'exigence baisse pour la dose suivante. 40 likes vous émerveillaient hier. Aujourd'hui, c'est à peine suffisant. Les études sur la dopamine montrent que le cerveau s'accoutume et réclame des doses plus fortes. L'appétit de l'ego pour l'approbation est tout aussi insatiable. Il confond les applaudissements avec l'oxygène et panique dès que les claps s'essoufflent. Les relations n'y échappent pas. À Nantes, un couple se dispute pour savoir qui ira faire les courses. La discussion dérape vers des arriérés de factures, des anniversaires oubliés, ce Noël catastrophique chez les beaux parents. Ce qui était une logistique devient un procès. Chacun convoque des témoins, réexamine les intentions, exhume la preuve A de 2019. L'ego ne peut se contenter de résoudre une tâche. Il doit défendre son identité, prendre la hauteur morale, gagner. Les thérapeutes conjugaux connaissent ce schéma. Sous les détails se cache le besoin égotique d'avoir raison et, plus profonde encore, la peur d'être insignifiant si l'on a tort. Ainsi, des embouteillages aux posts Instagram, de l'open space aux querelles domestiques, l'ego trace partout la même ligne rouge. Protéger le récit du « moi ». Le voir à l'œuvre, c'est déjà desserrer son emprise. C'est l'invitation à respirer, à reconnaître le film intérieur et à choisir, enfin, de sortir de la salle. Le lieu de travail offre une autre scène. Imaginez une start-up parisienne où le stand-up du lundi se transforme en arène subtile. Qui décrochera le financement? Quel diaporama éblouira les investisseurs? Une ambition saine alimente l'innovation, mais lorsque l'ego mène la danse, la collaboration s'effrite. On cache des infos. On sabote discrètement un collègue. On se réjouit en silence quand le prototype d'autrui plante. Les psychologues parlent de biais du jeu à somme nulle. La conviction qu'un gain pour l'autre équivaut forcément à une perte pour soi, même quand la réalité offre largement de quoi réussir ensemble. Résultat, les entreprises dépensent des fortunes en séminaires, team building, pour ramener leurs équipes, égarées dans des silos égotistes, vers une vraie coopération. Sur une fréquence plus intime, l'ego s'invite même dans la solitude. Vous vous asseyez pour méditer dans un appartement calme à Barcelone, bien décidé à suivre votre respiration 10 minutes. 30 secondes plus tard surgit une pensée. Tu respires trop en surface. Les vrais méditants respirent par le diaphragme. Une autre voix répond. Mais non, tu t'en sors très bien tellement plus calme qu'hier. Critique et cheerleader s'affrontent, deux faces d'une même pièce égotique. L'esprit se parle de lui-même, détournant une pratique censée révéler justement l'espace au-delà de ce bavardage. La santé elle-même en pâtit. Le cortisol, hormone du stress, grimpe dès qu'un danger social est perçu. Prise de parole, entretien annuel, regard désapprobateur du voisin. L'ego interprète ces moments comme des verdicts sur notre valeur, déclenchant une chimie combat ou fuite, plus adaptée à fuir des loups qu'à survivre au bureau. Le stress chronique érode sommeil, digestion, immunité. Des chercheurs de l'université de Stanford ont montré que les personnes enclines à la rumination auto-efférentielle sont nettement plus sujettes à l'anxiété et à la dépression. Ce n'est pas l'événement négatif ponctuel qui nous mine, mais la rediffusion en boucle que l'ego impose, la version longue que personne n'a demandé. Le coup le plus subtil? Les occasions perdues. Ce roman jamais entamé parce que l'ego chuchote, et s'il est médiocre, ses excuses retenues de peur de céder du terrain moral, ce changement de carrière abandonné pour éviter les ragots sur un pas en arrière. L'ego adore le connu-même asphyxiant car l'incertitude menace la cohérence du récit. Or, la croissance est désordonnée, expérimentale, humble. Elle exige de sortir du script et d'oser la page blanche. Reconnaître l'emprise de l'ego ne revient pourtant pas à le diaboliser. Le même mécanisme qui nourrit la jalousie peut, une fois repéré, se recycler en admiration et en apprentissage. L'automobiliste qui vous coupe la route devient une cloche de pleine conscience, la réussite du collègue, un cours magistral à observer. L'Instagram peu liké, un rappel que l'air alpin restait splendide sans public. La neuroscientifique Jill Bolte Taylor conseille de laisser à l'ego 80
10 secondes pour déferler ressentir l'émotion, observer la vague chimique puis choisir délibérément sa réponse. Ce mince délai suffit à fissurer le béton pour qu'une graine de liberté s'enracine. Ainsi, l'ego colore nos colères au volant, les intrigues de bureau, nos envies de like, nos disputes d'oreiller, jusqu'à notre fréquence cardiaque et nos défenses immunitaires. Livré à lui-même, il rétrécit la vie à un tableau de score permanent. Vu clairement, il devient un colocataire fantasque bruyant, anxieux, parfois utile, jamais vraiment aux commandes si nous rappelons qui paie le loyer. La prochaine fois que vous sentez ce resserrement familière comparaison, envie de prouver, réflexe de défense faites une pause, comme si vous aviez surpris un ami farceur la main dans le sac. Souriez, respirez, et laissez l'instant s'ouvrir bien au-delà de ce que l'ego pouvait imaginer. Imaginez qu'on arrache soudain vos écouteurs anti-bruit, ceux que vous portez depuis la naissance, alors que vous flânez dans un marché bondé, à Bangkok, à Barcelone ou au Puce de Saint-Ouen, peu importe. Tout s'élargit. Couleurs plus vives, sons plus forts, vie qui vous saute au visage. Ce sursaut, c'est ce qui se produit quand l'ego dessert enfin son étreinte. Son rôle remonte à la nuit des temps. Assurer notre survie, protéger l'histoire du « moi », décrocher l'approbation du clan pour éviter l'exil au pays des tigres à dents de sabre. Sauf qu'au XXIe siècle, les alarmes se déclenchent pour un oui ou pour un non. La promotion d'un collègue, la photo de mariage d'un ex, voire un commentaire acide sous un article suffisent à faire grimper notre cortisol comme si un fauve nous fonçait dessus. Nous roulons pied au plancher sur la voie de l'ambition tout en écrasant simultanément le frein de l'autoprotection. L'épuisement n'est pas une surprise. Laisser mourir l'ego, c'est passer le volant à un pilote plus sage. La conscience. Sous IRM, les neuroscientifiques constatent que le réseau du mode par défaut, la machine à moi, se tait. Des zones dédiées à l'empathie et à la richesse sensorielle s'illuminent. Vécu de l'intérieur, c'est comme si le projecteur quittait l'acteur pour révéler l'immense scène intemporelle. On ne disparaît pas. On cesse simplement de confondre le costume et la peau. Et voici le rebondissement. La raison d'être ne s'évapore pas, elle se clarifie. Après son « éveil spirituel » de 1957, John Coltrane n'a pas pris sa retraite. Il a insufflé encore plus d'amour dans chaque note, mais la fin d'applaudissements s'est dissoute. Nelson Mandela, lui, est sorti de 20 années de prison avec un ego si transparent qu'on voyait l'Afrique du Sud entière briller à travers lui. Cette translucidité est devenue sa super-force. Quand l'ego recule, le service d'autrui avance. Les relations changent elles aussi. Dès qu'on renonce à gagner la rupture, la dispute ou le bilan trimestriel, on récolte quelque chose de plus sauvage. Une connexion authentique. Difficile d'attaquer un défaut chez l'autre quand on comprend que sa blessure reflète la nôtre. Les psychologues parlent de chevauchement entre soi et autrui, les mystiques de compassion. Quel que soit le terme, l'intimité s'approfondit quand le tableau de score disparaît. Comment organiser ces funérailles amicales? Par des micro-morts quotidiennes. Lorsque votre idée est ignorée, laissez le pic émotionnel passer sans répliquer. Faites du bénévolat incognito pour que la gratitude circule sans selfie. Passez une soirée sans téléphone à regarder le crépuscule glisser vers la nuit. L'envie fébrile de scroller s'apaise. Chaque petit renoncement prépare le grand dévoilement. Vous n'avez jamais été l'histoire, mais la conscience qui accueille d'innombrables histoires. Quand l'ego s'incline enfin, il ne reste pas une page blanche, mais une toile lumineuse. La créativité devient jeu, la réussite se transforme en responsabilité, et l'amour, libéré du marchandage, devient inconditionnel. Voilà pourquoi l'ego doit mourir. Non pour vous rapetisser, mais pour libérer la vie sans limite qui attend derrière le masque. Atterrissons, d'accord? Nous avons exploré les gratte-ciel de l'ego, ses tours de réussite, et ses bunkers souterrains de peur, avant d'entrevoir la liberté qui naît de sa douce mort. Mais les idées ne sont que l'oxygène de l'esprit. Il leur faut des poumons, des muscles et un cœur battant pour prendre vie. Que faire
Concrètement, à partir d'ici, ancrez l'insight dans le quotidien. Choisissez un moment routinier, la douche du matin, le trajet jusqu'au métro, l'attente pendant qu'une page se charge, et transformez-le en point de contrôle attentif. Sentez l'eau, le trottoir, le souffle dans la pause. Quand la to-do list ou le bilan personnel surgit, nommez-elle doucement. Script de l'ego. Puis revenez à la sensation brute. 10 secondes suffisent pour entrouvrir la présence. Appliquez la règle des 90 secondes. La prochaine fois que la jalousie ou la défensive flambe, déclenchez un chronomètre intérieur. La neurobiologiste Jill Bolte Taylor rappelle que le pic chimique d'une émotion dure environ 1 minute 30, sauf si l'on le nourrit de pensées. Pendant ce laps, observez simplement la chaleur, le pouls, la tension. La vague passe avant d'atteindre le port. Échangez validation contre valeur. Cette semaine, notez une action dictée par les likes ou les éloges, puis une autre guidée par vos valeurs, curiosité, bienveillance, excellence artisanale, justice. Le soir, ressentez la différence dans votre corps. Tenez un carnet. Les motifs apparaissent vite. Et l'ego perd du terrain à chaque choix aligné sur vos valeurs. Faites du service votre entraînement discret. Posez un geste utile sans témoin. Payez le péage de la voiture derrière vous, nettoyez l'évier de la machine à café, répondez anonymement à une question sur un forum. Le fait d'agir hors projecteur affame l'ego et nourrit la joie tranquille de contribuer. Avec le temps, cette joie devient sa propre récompense. Restez dans la conversation. La croissance s'épanouit en communauté, pas en vase clos. Laissez un commentaire. Où l'ego a-t-il pris le volant aujourd'hui? Et qu'en avez-vous appris? Parcourez les réponses. Réagissez avec empathie. Partagez une ressource. Si cette exploration a allumé une étincelle, cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour que nous puissions nourrir la flamme ensemble. Les prochaines vidéos aborderont des outils concrets. Méditation de bienveillance, communication non violente, neurosciences de l'émerveillement, autant de moyens d'élargir l'horizon intérieur. Souvenez-vous, le but n'est pas l'extermination de l'ego, mais son intégration. Traitez Zul comme un chien fidèle mais fougueux. Éduquez Zul, aimez Zul, mais ne le laissez pas conduire. Au-delà de ses aboiements, s'étend un vaste champ de conscience, de créativité et de connexion. On s'y retrouve, même heure la semaine prochaine. D'ici là, respirez profondément, restez curieux et continuez de marcher sous ce ciel nocturne si vaste.